Qu'est-ce qui n'a pas marché? Autre exemple, Singapour, un pays insulaire situé à l'extrémité de la Malaisie, légèrement plus petit que la ville de New York avec ses 5,6 millions d'habitants. Malgré sa petite taille et sa main-d'œuvre modeste, le pays affiche une production économique de près de la moitié de 1 billion de dollars, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde. Il surpasse ainsi de nombreux pays beaucoup plus vastes, comme les Émirats Arabes Unis, le Vietnam ou même la Malaisie, son proche voisin du Nord, qui dispose de 2 fois plus de main-d'œuvre, de 2 fois plus de superficie et de 2 fois plus de ressources naturelles. Souvenez-vous, il y a à peine 5 décennies, Singapour était un pays désespérément pauvre, encore marqué par une longue histoire d'occupation. Une petite ville dépourvue de ressources. Après une amère occupation par les forces japonaises, Singapour a dû être reconstruit pratiquement à partir de zéro. Pendant des décennies, il était essentiellement une mégapole misérable. La plupart de ses habitants vivant dans la pauvreté. Sachant les tensions qui pouvaient découler de la coexistence de groupes de personnes aussi diversifiées dans un espace aussi hostile, Singapour a été expulsé de la Malaisie en 1965. Son économie était moins importante que celle de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Regardez ce qu'elle est devenue et regardez l'état de nos pays. Autre exemple, et j'arrête là la douleur. Dubaï. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones et bédouins. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats Arabes Unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières, son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Et je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux. Regardez la RDC que l'on qualifie de scandale géologique tant il est riche de ressources, avec son immense potentiel de Inga qui pourrait fournir l'électricité à tout le continent. Il est encore le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Regardez sa population travailler comme des esclaves pour les autres. Soyons sérieux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pendant que les peuples du désert domptaient l'eau et la lumière, nous en sommes toujours aux coupures d'électricité, avec un potentiel pourtant plus avantageux. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Pendant que se multiplient les partis politiques et les putschs, et que nous nous adonnons aux joutes verbales, les peuples s'appauvrissent, meurent de faim, et sa jeunesse préfère prendre le chemin du Nord, rêvant de goûter à une vie meilleure dans une forteresse où on ne veut pas d'eux. Une chose est certaine, nous avons échoué. Il est inconcevable aujourd'hui que la majorité des jeunes Africains ont tendance à aller à l'extérieur, sortir de leur pays, alors que le potentiel, je dirais, de nos États, des pays dans lesquels nous vivons, sont énormes. Regardez tous ces chiffres, de tous ces exemples que je viens d'énumérer et qui ne sont pas exhaustifs. Il est clair, il est évident pour tout le monde que l'Afrique va mal, que notre continent a loupé le coach. Il est clair que nous ne sommes pas dans la bonne voie, qu'il est urgent de changer les choses. Ça ne marche pas. Et lorsque quelque chose ne marche pas, on doit avoir le courage d'y mettre un terme. On doit être suffisamment responsable pour choisir une autre voie. À quoi cela sert de s'obstiner à rester dans un mauvais film? Ce que je dirais aux Africains, c'est qu'ils sont tous témoins de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et nous ne pouvons plus accepter cette situation, et surtout cette situation n'est pas une fatalité. Les wagons suivent la trajectoire de la locomotive. Si on se rend compte qu'à un moment où nous sommes en train de partir n'est pas bon, il faut changer la tête. Quand je dis la tête, tout ce qui nous a engagés dans la voie que nous avons prise.
Il faut scruter d'autres horizons. Le système ou le régime démocratique que nous avons dans nos pays francophones, je n'y crois pas. Au moins ça, j'ai clarifié. Nous n'avons pas jusque-là de vision. Les visions que l'on a, vision 2030, etc., sont des visions à l'échelle internationale qui contiennent des indices qui ne parlent pas à nos populations, ne prennent pas en considération les aspirations de celles-ci. Il nous faut cette vision. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. C'est vrai, c'est l'argument qui revient le plus souvent. Pour les spécialistes, la démocratie est le moins mauvais système de gouvernement. On nous le sérigne tous les jours. Et celui qui n'y adhère pas est considéré comme un marginal ou un facho. Mais je m'étonne, Monsieur le Président. Je m'étonne que le monde soit obligé de se contenter du moins mauvais. Je m'étonne que le monde se résigne à vivre avec le moins mauvais système. Est-ce que les penseurs, les initiateurs de la démocratie auraient cassé le moule, auraient bloqué les cerveaux de toutes les générations pour qu'elles ne puissent pas produire le meilleur et continuent de se contenter du moins mauvais? Ce raisonnement me dérange. Il me donne une grande impression de paresse intellectuelle. J'ai toujours pensé que la vocation des penseurs, des spécialistes de tout poil était de trouver le meilleur des systèmes. J'ai toujours pensé que le monde travaille à avoir le meilleur. D'où vient-il que l'on soit obligé de se contenter du moins mauvais? Est-ce à dire que les penseurs des temps immémoriaux qui ont donné naissance à ce système de gouvernance, la démocratie, étaient plus intelligents que tous ceux qui ont suivi? Puisque nous reconnaissons que ce système de gouvernance, la démocratie électorale, est le moins mauvais. Cherchons le meilleur. Chez nous, pour l'instant, après une trentaine d'années d'essais, le constat est simple et s'impose à tous. Il ne marche pas. Entre les années 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en place a reçu en moyenne 92% des suffrages. Et sur 185 élections législatives, le parti au pouvoir a obtenu en moyenne 83% des voix et 88% des sièges. Par ailleurs, dans 29 pays sur 47, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés au pouvoir. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique, soit une moyenne d'une tentative par an au moins. L'Afrique a subi plus de coups d'État que tout autre continent. Sur les 16 coups d'État enregistrés dans le monde depuis 2017, seul un a eu lieu en dehors du continent africain. Entre 1960 et 1999, en Afrique, 101 successions l'ont été à la suite d'un putsch, d'une guerre ou d'une invasion, et 5 l'ont été à la suite d'un assassinat. 32 ans d'exercice du pouvoir sous le couvert de la démocratie par des dirigeants plus préoccupés par leur survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants souvent soutenus par des puissances extérieures, illégitimes aux yeux des citoyens, et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Ils n'ont pas cette légitimité populaire, cette onction du peuple. Ils sont venus par des cycles électoraux incompris par la population. Donc sur le papier, ils ont la légalité avec eux, mais ils n'ont pas cette légitimité. Ce qui explique justement la fragilité de nos régimes, ces coups d'État constitutionnels et militaires que l'on subit ces dernières décennies. Si les dirigeants avaient le peuple derrière eux, justement cette légitimité, nous ne serions pas dans cette impasse. Qu'importer des systèmes sans les avoir prémâchés, ingérés, challengés, etc., c'est peut-être la meilleure façon pour les rejeter un peu plus tard. Le problème auquel est confrontée l'Afrique de manière générale, et l'Afrique francophone en particulier aujourd'hui, c'est une véritable crise de leadership. Nous avons des leaders totalement incompétents, il faut avoir le courage de le dire, et qui ne sont pas du tout préoccupés par le progrès ou le bien-être de leur population. Les régimes dans lesquels nous sommes sont hyper présidentiels. C'est-à-dire que les chefs ont un pouvoir maximal aussi bien dans l'exécutif que, en réalité, dans le législatif et surtout dans le judiciaire. En plus, ils contrôlent toute l'information. Où nous n'avons pas de gouvernants, nous avons des monarques. La plupart des chefs d'État en Afrique francophone sont des monarques. Ils règnent, ils ne gouvernent pas. Et ça, c'est totalement inacceptable. Parce que le monarque a ceci de particulier qui ne rend compte à personne. Il est là
comme on le dit et on l'entend même aussi aujourd'hui dans certains pays africains, du fait de la volonté de Dieu, ce qui est suffisamment grave. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui gouvernent et qui sont responsables. Le système que nous avons actuellement, justement, nous mène à des dirigeants illégitimes. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont la conséquence de ce système qu'il faut voir, mais c'est ce système-là même qui mène à cette situation. C'est le système qu'il faut repenser, qu'il faut refonder. Une fois que nous aurons un système qui est adapté à nos réalités, compris par nos populations, il nous mènera justement à des dirigeants qui ont cette légitimité, cet intérêt, ce souci du peuple-là. On nous a imposé, après la chute du mur de Berlin, une forme de démocratie occidentale qui visiblement ne correspond pas à nos aspirations. Raison pour laquelle ce système biaisé produit des leaders totalement illégitimes, parce qu'ils sont le fruit davantage de petits compromis, d'arrangements, de corruption, et en résultat final, on ne peut avoir que des leaders comme ceux qu'on a là depuis un certain temps à la tête de nos États. Nos constitutions, même congolaises, et pourtant ne sont pas anciennes colonies françaises, c'est les gens comme Pierre Mazeaud qui l'ont pensé. Vous imaginez un peu la déconnexion avec nos réalités de 450 ethnies. Et le bien-être, le progrès, c'est par rapport à sa propre trajectoire historique et civilisationnelle. Ce n'est ni un make-up ni une greffe, c'est vraiment quelque chose qui part de vous-même pour vous passer d'un stade à l'autre. Et ce ne sera pas un étranger qui viendra construire l'Afrique. Ce sont les enfants africains, à commencer par nous aujourd'hui, qui léguerons cela plus tard à nos enfants. Donc, il est hors de question d'accepter la situation actuelle comme une fatalité. Tout est réuni pour que nous réussissions. Il faut une seule chose, la prise de conscience. La prise de conscience, pour moi, c'est comme un interrupteur. Comme vous êtes dans un noir, et puis on vient, on allume. Et puis un coup, vous avez la lumière. Il faut que ce déclic arrive un moment dans la tête. Pour que les Africains prennent conscience de qui ils sont, de tout le potentiel qu'ils ont, et qu'ils soient capables de tirer le meilleur profit que justement Dieu a mis à leur disposition. Donc, sortir du schéma classique et se réinventer, oui, on doit faire ça. Et on ne doit plus se contenter de geindre, on doit agir et contribuer, donner des outils aux autres pour agir. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ces jeunes Africains, qu'il est temps. Et que le temps de l'Afrique doit arrêter d'être un slogan. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. Pour agir, il ne faut pas forcément attendre d'être dans une certaine position. Chacun, autant que nous sommes, où qu'il est, doit pouvoir se lever et agir. Il faut aujourd'hui qu'on se donne les moyens de repenser l'Afrique et de redessiner l'Afrique et de savoir justement, je parlais de vision, c'est extrêmement important, quelle Afrique nous voulons, c'est la première question. Une fois que nous aurons déterminé quelle Afrique nous voulons, nous nous donnerons les moyens d'y arriver. C'est cela la vocation de Mansa. Elle épouse entièrement la pensée de Frantz Fanon. Il s'agit, devant le constat d'échec, de repenser notre continent. Sans avoir peur, sans complexe, avec suffisamment de courage pour remettre en cause des pensées, des concepts savamment distillés par l'école, les médias et autres pour nous construire autour de nos réalités, de notre identité. Je crois que l'évolution, le contact au reste du monde, pas un seul monde, celui qui était notre monde colonial, nous amène à comprendre que même d'autres qui ont été colonisés ont dû changer la façon de régir l'accès à leur dotation naturelle. Et c'est ça que nous devons changer. Nous nous regardons sans complexe, sans remords, mais avec une ferme volonté d'être partie prenante dans ce qui se passe dans le monde. Et ne partons pas en rupture contre quelqu'un. Faisons les choses pour nous. C'est ça qui est le plus important. Clairement, il ne s'agit nullement de rejet de l'autre, mais d'une démarche égoïste et courageuse pour adopter ce qui est bien pour l'Afrique. J'estime qu'un projet comme celui-ci est un projet qui est en train de mettre les germes de ce qui va advenir demain dans le monde, et l'Afrique a une part importante à prendre dans ce projet. Il faut que chacun s'engage dans ce combat. Ça ne doit pas être uniquement laissé à l'élite. L'élite peut donner la direction, peut aider, mais que chacun de là où il est, en considérant qu'il est le fils unique de cette Afrique, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que de bout en bout, les choses marchent correctement. Ce qu'on pensait être impossible l'est parce que les jeunes s'engagent, parce que
nous travaillons maintenant main dans la main et nous allons dans la même direction. Et je crois que c'est cette manière de créer la synergie au niveau de nos jeunesses pour des idées et des propositions qui sont faites pendant la discussion, on en a eu quelques-unes, qui vont porter une nouvelle Afrique et qui vont donner un nouveau visage à notre Afrique. Cette dynamique de l'Afrique aujourd'hui, par sa jeunesse, doit conquérir le monde et apporter ses valeurs, qui sont des valeurs purement humaines et qui doivent être partagées à l'ensemble du monde. Je suis persuadé que avec nos compétences, nos réseaux, notre expertise, notre intelligence, notre volonté, nous sommes capables de changer la trajectoire de ce continent. Nous ne sommes qu'au début. C'est un combat qui va être long. Et c'est un combat qui ne sera pas facile. Parce que le plus dur, ça va être de convaincre les nôtres. Les autres, ils savent ce qu'ils font. Ils ont leur stratégie, ils ont leur agenda. Nous, malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas encore conscients des enjeux. Donc ça va être un challenge exaltant que nous allons essayer de mener au mieux de nos forces pour pouvoir justement changer de paradigme. Parce qu'il nous faut aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, parler à nos frères, parler à tous ceux qui ont un intérêt à voir l'Afrique se transformer. C'est vrai que l'adversité est presque aussi forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et lorsqu'on entame une telle aventure, lorsqu'on affiche une telle ambition, la critique est acerbe. Beaucoup se demandant pourquoi c'est tel ou tel qui s'attaque à ce changement, à cette idée. Pour qui se prennent-ils? La pire des colonisations est celle de l'esprit. C'est elle la plus complexe, la plus difficile à combattre. Convaincre une personne qui a construit sa vie sur un concept, sur un modèle qu'il est faux, que ce qu'il répète de façon mécanique est faux, est ce qu'il y a de plus difficile. Et cela ne concerne pas que les moins instruits. Au contraire, il est largement plus difficile de convaincre un diplômé que les concepts qu'il a appris de façon mécanique pendant des années à l'école et qui représentent désormais le socle, la base de sa réflexion, de sa pensée sont erronés, que l'analphabète qui ne demande très souvent qu'à apprendre. Toute idée particulièrement disruptive, particulièrement décalée, fera toujours l'objet de sa critique. Les gens ont peur de plus plaire. On n'est pas dans un monde de bisounours où on doit plaire. On est dans un monde où on doit être. Accepter que c'est disruptif, c'est nécessaire, mais on pense aux générations suivantes et aux transformations. Vous ne pouvez pas continuellement quitter ce pays, l'Afrique, Kinshasa, Yaoundé et autres. Aller à Dubaï et s'étonner alors qu'ils étaient nulle part en 72. Vous ne pouvez pas continuellement partir dans des pays où il pleut de la même manière que vous, en Indonésie, en Thaïlande et autres, et revenir être ébahi. Il n'y a rien de particulier. C'est une volonté qu'on doit avoir. Et on doit l'appliquer. Pas seulement avoir la volonté, sinon ça nous rêve. L'appliquer et ne pas chercher le consensus ou plaire. Il faut passer par des moments difficiles, accepter la contrainte, accepter les rétorsions, mais dire ça changera de manière définitive mon pays, ma société, ma communauté, l'espace dans lequel je vis.